Merci très chers internautes. Donc, ceux qui nous suivent à travers notre plateforme, les Madiabellois de la diaspora, nous sommes là aujourd'hui pour tenir un entretien avec M. Alioune Kébé, ancien président communauté rurale, ancien maire de Keur Madiabel, un entrepreneur, un visionnaire, un acteur de développement. Et vous allez savoir le pourquoi nous sommes ici dans ces champs. Avec un beau travail. Donc très rapidement, je vous laisse avec ce grand monsieur Kébé. Bonsoir. Bonsoir, cher Pigan. Alors nous voulons très rapidement que vous faites votre présentation d'une manière très brève. Elle sera brève, ma présentation, parce qu'elle n'est pas trop chargée. Oui. En tout cas, comme tu l'as déjà dit, la première fonction que j'ai occupée au Sénégal, c'est d'être le dernier président de la communauté rurale de Keur Madiabel. Je suis le dernier là-bas. Et je suis devenu par la suite le premier maire de Keur Madiabel. Ça veut dire que je suis à la fois dernier et premier. Et ça, je l'ai fait pendant 20 ans. Donc, en dehors de ça, j'ai été député à l'Assemblée nationale pendant 2 législatures, la 12e et la 13e législature. J'ai représenté aussi le Sénégal au Parlement panafricain dans ma première législature, c'est-à-dire la 12e. Voilà, en gros, en dehors de ce que j'ai fait en France, avant de rentrer ici, voilà ce que j'ai fait au Sénégal. Très bien. En dehors de ce qu'il a fait en France, il a fait un beau travail et il a servi toute sa population. Alors, on dirait monsieur le député ou bien monsieur le maire ou bien monsieur donc l'acteur de développement. On peut tout dire. Donc notre première question en est que comment définissez-vous le développement local dans une commune comme Keur Madiabel? Alors, on ne peut pas définir un développement local sans un développement global. Ça veut dire l'aspect global du développement. Pour ça, on va remonter un peu vers l'histoire. Les premiers hommes, quand ils sont apparus, ils n'avaient que 2 choses, la cueillette et la pêche. La chasse après. Mais dans tout ça, c'est pour dire que tout a commencé par l'agriculture. Tout a commencé pour la quête de la nourriture. Et quand tu vas même dans le Coran, surtout Baqara, déjà, Allah nous dit وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة وتكونا من الظالمين. Quoi? Ça veut dire quoi? Nous dîmes alors, nous Dieu, ô Adam, installe-toi, toi et ton épouse dans le paradis. Mangez, retenez bien ce mot, de ces fruits à satiété et où il vous plaira. Mais ne vous approchez pas de cet arbre. Ça veut dire tout simplement que même déjà, à la création Adam et Ève, il y avait déjà un environnement qui permettait de se nourrir sans dépenser d'efforts. Il n'y avait pas d'agriculture parce que cette agriculture-là, c'était l'agriculture de Dieu, tout était là. Et Dieu leur avait dit de ne pas toucher à un arbre, de ne pas manger son fruit. Et ils ont failli, et Dieu nous a chassés du paradis, nous les êtres humains, et nous a installés dans ce monde-là pour que nous courions à la pitance de notre existence. Alors c'est là où les hommes sont partis seuls dans la nature pour essayer de vivre. Seuls dans la nature pour essayer de vivre, ce qui se présentait, c'était que Dieu déjà avait installé un environnement qui permettait de faire la chasse, la cueillette et plus tard la pêche. Pour te dire, cher, que l'agriculture
est le premier élément de développement de la vie humaine. L'agriculture. L'agriculture. Ça, c'est vrai. Maintenant, avec le temps, ça a évolué. Il y a eu l'agriculture, il y a eu la pêche, il y a eu d'autres considérations techniques qui ont fait que d'autres productions ont pu se réaliser. On a pu industrialiser, on a pu transformer que les produits de l'agriculture, les valorisant avec une industrie, une première unité d'industrialisation. Donc, le développement, pour vous dire, globalement, commence par l'agriculture. Et maintenant, le développement du Sénégal. J'ai dit le général, maintenant le Sénégal. Le développement du Sénégal s'est fait dans le prolongement de ce que les colons ont installé pour leur développement à eux. Ici, on produit aujourd'hui l'arachide. L'arachide n'est pas né ici. Ce sont les Portugais les premiers qui l'ont amené en Afrique. Et après, la France, qui était le colonisateur du Sénégal, ou la colonisatrice du Sénégal, a voulu ou a eu à développer une production qui lui permettrait d'avoir de l'huile. L'huile d'arachide. Aujourd'hui, si tu vas à Keur Madiabel, il y a des maisons encore qui sont là, Morel et Prom. Quand on parle de Morel et Prom, ce sont des Français de Bordeaux qui étaient installés à Keur Madiabel dans l'économie de l'arachide. Pour te dire que notre économie, nous, en tant que Sénégalais, n'est pas partie par nous-mêmes, mais nous avons hérité d'une économie, d'un mode de développement qui nous a conduit à partir de l'indépendance aux résultats que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas eu de rupture sur ce que nous avons hérité de la colonisation. Et le résultat est aujourd'hui très mitigé. Depuis l'indépendance, on est en train de végéter, de nous chercher en développement. Et on devrait être un peu plus loin parce que si vous prenez la Corée du Sud en 1960 avait le même produit intérieur brut que le Sénégal. Aujourd'hui, c'est un grand pays. Donc ça c'est le fait qu'eux, ils sont appropriés de leur environnement. Parce que pour faire le développement, d'abord l'agriculture, il faut de la terre, il faut de l'eau, il faut du soleil, etc. Tout ça, nous l'avons. Cette année, heureux est d'entendre qu'aujourd'hui, le marché est saturé de légumes. Ça, c'est une mauvaise orientation. On pouvait, à la place de saturer le marché de légumes, produire autre chose en même temps. Mais ça n'a pas été fait. Et donc, nous avons hérité d'une économie et d'un développement mode occidental qui satisfaisait la consommation occidentale, et particulièrement française, et nous l'avons très peu modifié pour satisfaire nos propres besoins. Ce qui fait que notre développement a été un peu biaisé déjà par l'agriculture. Et on ne peut pas faire un développement qui va aboutir à une industrie sans avoir un développement fort de l'agriculture. L'agriculture, c'est pour nourrir les gens. Il faut que les gens vivent. Il faut qu'ils vivent pour penser autre chose, pour produire autre chose. Alors pour ça, il n'y a pas 1000 solutions, il n'y a que l'agriculture. Donc le moteur de développement de l'agriculture, le moteur de développement d'un terroir, d'une collectivité, d'un pays, c'est d'abord par l'agriculture. Voilà. Maintenant, on en vient au local. Donc pour le local, ça veut dire que la collectivité, il faut comprendre que le développement de la collectivité est arrimé au développement national. Il faut que les gens sachent que la collectivité territoriale, la commune, le département, sont des démembrements de l'État. C'est l'État qui a créé. Comme c'est l'État qui a créé, c'est l'État qui oriente. Alors, l'État a orienté les collectivités locales. Si je prends la commune que je connais un peu plus, en lui affectant 9 compétences dans des domaines bien précis. Par exemple, des compétences dans la santé, des compétences dans l'éducation, des compétences dans la culture, des compétences dans le sport, des compétences jusqu'à 9. En dehors de ces compétences, l'État ne donne pas de moyens à la collectivité pour faire le développement.
Donc le développement d'une collectivité est orienté et cadre dans ce que l'État a défini pour eux. C'est la raison pour laquelle quand j'étais maire, tout ce que je faisais était inscrit dans cette dynamique-là. Quand tu prends par exemple l'environnement, on en parlera un peu plus tard. Ce qu'on a fait, c'est parce que l'environnement était une compétence. L'environnement et les ressources naturelles. Pour l'éducation, ce qu'on a fait est très visible. Moi, quand je suis arrivé en tant que président de communauté, il y avait une école et demie. Il y avait la première école où j'ai été, qui est sur la route de Bakoumoulo, il y avait 6 classes. Et après, il y avait 2 classes d'une école que Mbaye Bité a initiée à l'époque. Mais quand je suis parti, il y avait 5 écoles complètes. Et à l'époque, quand j'étais président de la communauté, tous les élèves quittaient Kermadjabel pour aller à Kaolack ou à Nioro ou ailleurs pour continuer les études secondaires. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a 2 lycées. Les gens viennent ici. Il y a des collèges, même il y a des écoles privées. Tout ça, ce sont des éléments de développement arrimés sur les orientations de l'État. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire sur autre chose que ces compétences. Par exemple, si vous prenez l'hydraulique, l'eau ne faisait pas partie des compétences. Et pourtant, quand j'étais président de communauté, j'ai saturé tous les 21 villages par des adductions d'eau. Le dernier forage, c'est celui de Ndjengen. Bon, pour vous dire que même si ce n'est pas une compétence, on peut, en tant que démembrement de l'État, agir à la place de l'État. Donc voilà comment va se présenter le développement d'une commune. C'est sur les compétences et sur ce qu'on aura comme possibilité. Mais pour faire un développement réellement, sur notre temps et en collectivité, il faut d'abord avoir de la vision. Se dire, qu'est-ce que je dois faire pour cette communauté-là? De quoi souffre cette communauté-là? La vision. Quand tu as la vision, il faut de l'ambition, dire que oui, je pourrais. Bâtir un projet. Un projet que tu ne feras pas seul, que tu feras avec les populations. Si les 207 hectares de Kermadjabel marchent, c'est parce que toutes les populations ont participé à la préservation. Donc ça, c'est la force de la communauté. Voilà en gros ce qu'on pourrait dire du développement local. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des domaines de compétences. Et donc, quels sont les défis qui enfreignent le développement chez nous? Alors, chez nous, au Sénégal, d'abord, je commencerai toujours par le Sénégal et je descendrai en bas. Je ne sais pas, mais je constate qu'on avance très peu. On avance très peu. Pourquoi? Plusieurs raisons. Les politiques menées qui peut-être ne s'adaptaient pas aux situations nationales et au désir de développement des populations. Ce qui fait que s'il y a un déphasage entre ce que propose l'État en matière de développement et ce que veut réellement celui qui fait le développement, il y a un problème. Ça se bloque. Alors, le président Léopold Sédar Senghor a fait un développement parce que le fait de bâtir une nation qui se respecte, une nation qui allait vers la démocratie, une nation où l'économie était malheureusement centrée sur ce que les Français ont laissé ici, mais qui a construit un pays de paix. On ne peut pas faire de développement sans la paix. Et Senghor a construit un pays de paix. Donc, il a participé à ce développement. Et si vous prenez le président Abdou Diouf, je ne peux pas trop en dire parce que je n'étais pas là. Vous étiez en France. Senghor, j'ai été avec lui jusqu'en 1979, 1980, il était parti. Mais après, je suis revenu avec Abdoulaye Wade, partiellement. J'allais en France et je venais. Et c'est avec Abdoulaye Wade
qu'on a connu un début de développement au Sénégal. Il faut le dire. Je n'étais pas avec lui dans le même parti. Si tu prends seulement la Guana, c'était un programme extraordinaire pour développer l'agriculture. Mais malheureusement, comme il ne pouvait pas être partout, en même temps, lui, pour faire et défaire si c'est nécessaire, contrôler, bon, ce qui devait se faire n'a pas été si bien fait, ce qui fait que il n'a pas vraiment réussi son programme. Mais il était cité partout dans le monde. En Afrique du Sud, je me souviens, je suis parti à une conférence à Addis Abeba. Je faisais partie des panélistes et j'avais présenté le projet du Sénégal, la Guana, au niveau de cette conférence-là. C'était fort applaudi par ceux qui étaient sur place. Mais malheureusement, bon, ça n'a pas donné le résultat qu'il escomptait. Maintenant, quand on va avec Macky Sall est le prolongement d'Abdoulaye Wade. Malheureusement, il n'a pas su prendre en compte les capacités de développement d'Abdoulaye Wade pour élaborer un vrai plan de développement. Son plan était très ambitieux, était très fort, mais très peu réalisé. En tout cas, pour ce qui nous concerne ici, pour l'agriculture, nous n'avons pas vu une évolution positive de l'agriculture avec Macky Sall. Il a réussi d'autres choses comme le désenclavement, les infrastructures, les autoroutes, etc. Ça aussi, ça fait partie du développement. Il en a fait. Voilà. Donc, la place de l'environnement dans le développement. Il ne peut pas y avoir de développement sans environnement. Parce que l'environnement, c'est quoi? C'est l'eau. L'eau, disait Saint-Exupéry, n'est pas indispensable, mais c'est la vie. L'eau, après l'eau, c'est la terre. Vous ne pouvez pas produire suffisamment en grande quantité pour nourrir une population sans une terre. Le sol. L'air. C'est le seul bien que l'on n'a pas encore maîtrisé pour le ventre. On respire, on est là de l'oxygène. Mais l'oxygène là, on ne paye pas. L'économie capitale n'est pas encore arrivée à maîtriser l'air, à condenser l'air, à l'emballer et à le vendre. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ils ne pourront pas. Pour vous dire, avec seulement ces trois éléments-là, de l'environnement, elle est importante. À cela, ça joue. Les animaux font partie de l'environnement. Les plantes font partie de l'environnement. Et nous, humains, êtres humains, nous sommes partie intégrante de l'environnement. Donc, tout développement qui n'est pas inscrit dans une dynamique environnementale est voué à l'échec. Ça n'a pas d'avenir. Il n'est pas durable. Et quand ça n'est pas durable, c'est pour un laps de temps et après on recommence. Le développement est fondamental pour l'environnement est fondamental pour tout développement. Très bien. Merci, M. Alioune Kébé. Pratiquement, on aura la question encore. Quelles stratégies concrètes peuvent être mises en place pour concilier développement économique et protection de l'environnement? C'est presque ce que je disais. Celui qui ne comprend pas, qui va faire du développement sans l'environnement, mais il se casse la gueule, il ne va pas. Il n'y a pas de souci. À moins que cette personne-là n'intègre pas toutes les valeurs de l'environnement. Mais quand on intègre les valeurs de l'environnement, ce qui constitue l'environnement, on ne peut pas faire de développement sans environnement. Donc les défis sont nombreux pour l'environnement. La protection de l'environnement. Aujourd'hui, quand vous allez à Keur Madiabel, c'est un autre exemple que je vais donner. Nous avions créé Keur Madiabel ville-forêt habitable. Ville-forêt habitable, c'était quoi? C'est-à-dire avoir un cadre de végétation dense et habité. Et ça, nous l'avons réussi en partie. Ceux qui habitent à 500 mètres de la réserve de biodiversité savent que
la réserve a créé un climat spécial, un microclimat qui fait que certaines chaleurs ne sont pas ressenties par ces populations-là qui vivent à côté. Moi, quand j'ai commencé à planter des arbres dans ma maison, je voulais avoir un plafond végétal. Ce qui fait que les arbres qui sont chez moi aujourd'hui constituent presque un plafond de ma maison. Un plafond végétal. Oui. Mais ça, pour l'avoir, c'est pas 10 ans, c'est au moins 25 ans. Donc, ceux qui voudraient s'inspirer de cet exemple-là, ils n'ont qu'à commencer à planter. Sinon, ils l'auront pas dans le... Vraiment, ça dure. Voilà. C'est un développement durable. La dernière question en est que quel rôle les citoyens, notamment les jeunes et la diaspora, peuvent-ils jouer dans la promotion d'un développement local durable et respectueux de l'environnement? Oui, on commence par les jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est l'avenir. Ouais. Quand on n'a pas éduqué, quand on n'a pas inculqué des valeurs, quand on n'a pas formé cette jeunesse-là, on ne peut pas prétendre à un développement. Donc, le grand défi, c'est la formation de cette jeunesse-là. Pour que cette jeunesse-là puisse prendre en charge les questions fondamentales du développement. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est la jeunesse. Maintenant, pour la diaspora, je connais bien la diaspora. Ouais, vous connaissez bien. Je suis un élément de la diaspora. Je fais partie des premiers émigrés, si on peut l'appeler comme ça, pendant des années. de Keur Madiabel. Ça, c'est vrai. Alors, vous savez, quand on est dans un autre pays, on épouse des valeurs, on apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'émigré ou le citoyen de la diaspora sénégalaise qui est spéciale, parce qu'il n'y a aucun Sénégalais qui est moralement installé définitivement là où il est. Il rêve toujours de rentrer dans son pays. Ça, c'est spécial pour la diaspora du Sénégal, et particulièrement de Keur Madiabel. Alors, avec ça, il y a moyen de faire des transferts de connaissances, des transferts de compétences, de lever des fonds. Tout ça, de créer des coopérations, des jumelages qui permettent à des communautés d'avoir un surplus de ce qui devrait faire constituer les moyens de développement. Pour dire que la diaspora a un rôle très important à jouer dans le développement local, surtout. Ils le font, et je pense qu'ils le font très bien. Et il serait mieux qu'ils s'organisent tous ensemble, qu'ils essaient de créer les conditions d'avoir un projet collectif. Je donne un exemple un peu bizarre peut-être, mais qui me tient encore à cœur, c'est de faire de Keur Madiabel le premier producteur de miel. Nous avons l'environnement. Il leur suffit, ils n'ont pas besoin d'être présents. Quand on installe des ruches, on n'a pas besoin de les surveiller. Les abeilles contrôlent elles-mêmes leur environnement. Donc vous venez, vous installez, vous partez, vous laissez quelqu'un qui regarde, qui veille, et l'affaire est faite. Ça ne demande pas des millions, ça demande un effort d'organisation. Les émigrés, nos frères et sœurs de la diaspora, nos enfants de la diaspora peuvent saisir cette occasion unique de Keur Madiabel pour en faire le premier producteur de miel. Ça, c'est un seul exemple. Ils peuvent aussi, les compétences qu'ils ont à travailler dans des usines, à être enseignants, à faire de sorte que de temps en temps, qu'ils puissent transmettre ces valeurs-là ici au niveau local. C'est comme ça qu'ils pourront bien participer au développement. Ils peuvent créer des centres de formation professionnelle. Je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que ça ne doit pas marcher. Ils peuvent essayer bien d'autres choses. Au-delà des ambulances qu'ils envoient, que nous avons fait à notre temps, hein, au-delà des lits, des médicaments, etc., des chaises, des tables, ils peuvent développer un projet commun qui leur permettrait de se retrouver ensemble, de travailler ensemble et de montrer au Sénégal et à Keur Madiabel que la diaspora a les moyens
de participer activement au développement local. Et je suis sûr qu'avec Samaté, on peut espérer arriver un jour à ça. Alors, ce que je dis maintenant, pour conclure à la diaspora, c'est quelques mots. Très important. Alors, pour la diaspora, je voudrais... Je sais que c'est dur d'être coupé de sa réalité. Mais ils ont choisi et ils gèrent. C'est dur de quitter sa terre natale sans connaître la date de retour définitive. C'est dur de couper ses racines culturelles. C'est dur de se couper de son environnement culturel, naturel. Je sais aussi que le poids moral et social de chaque membre de la diaspora sénégalaise et madiabeloise particulièrement, n'est jamais installé dans un pays d'accueil. Jamais. On est là, on se prépare à un retour. Quand vous allez en France ou ailleurs, vous voyez que il y a des diasporas qui sont installées. Et c'est ça la diaspora. Les Sénégalais sont encore des émigrés, ce n'est pas encore de la diaspora. La diaspora s'installe, mais les Sénégalais ne sont pas installés. Ils peuvent rentrer à tout moment. Je sais aussi, bien sûr, combien ils sont utiles ici, au niveau local. S'il y a des familles qui mangent à leur faim, qui se soignent, qui envoient leurs enfants à l'école, qui construisent des maisons, c'est en grande partie par le biais de cette population émigrée qu'on appelle aujourd'hui la diaspora. Leur participation utile est indispensable pour le développement du pays, du terroir et des familles sénégalaises. Alors je voudrais leur dire de faire porter un espoir pour toute la communauté. Comment? En restant concentré à l'essentiel. L'essentiel comme le fait le président Samaté. Que chaque pas là-bas soit pour nous un élan de solidarité d'ici. Et c'est possible. Si on comptait le nombre de Sénégalais ou de Madiabelois installés à l'extérieur, et je pense qu'ils doivent le savoir approximativement, et qu'ils s'organisaient bien, ils pourraient réaliser de grands projets sans pour autant en souffrir financièrement individuellement. Alors, pour ça, il faut rester unis. Pour porter la part dans le développement du territoire. Alors, je le dis, faites-vous confiance les uns les autres surtout. C'est rare que vous voyez des Sénégalais de l'extérieur s'organiser en société, créer une entreprise commune pour avoir plus de force et développer. Ça, il faudrait qu'on arrive à franchir ce pas-là, mais ce sera très difficile parce que, quelque part, c'est le Sénégalais qui ne respecte pas certaines clauses, surtout quand on est proche l'un de l'autre. Combien de projets de famille sont avortés? C'est parce que tout simplement c'est ça. Voilà. Donc la diaspora peut construire le développement, peut participer au développement de la nation, peut participer effectivement au développement de Keur Madiabel et de son environnement. Merci. Merci, M. Alioune Kébé. Donc, ça a été un grand plaisir de le recevoir sur l'entretien. Donc, il a bien développé, surtout la diaspora. Donc, à vous également de se consolider et de travailler ensemble pour le développement de notre cher Keur Madiabel. Merci à tous.